À toutes et à tous, bonsoir. Nous ouvrons ce journal par cette bonne nouvelle pour la population de Maïndombe, victime du dernier naufrage sur la rivière Lukeni. Elle vient d'être assistée par le gouvernement de la République et ses partenaires à travers une équipe dépêchée sur place par la ministre des Affaires sociales, Edith Chala, pour le compte rendu. Aussitôt arrivé à Bokoro, dans le Maïndombe, la délégation du ministère des Affaires sociales, l'Action humanitaire et Solidarité nationale a pris la direction de la commune rurale de Tolo, où elle a érigé son quartier général pour cette circonstance. 134 rescapés, 36 décès confirmés et 42 disparus, c'est le bilan fait après le naufrage sur la rivière Lukeni. Les premiers sinistrés à bénéficier de l'assistance apportée par l'équipe déléguée par Aziza Mounana sont ceux-ci. Après Tolo, direction village Lukwangola, où d'autres victimes étaient mobilisées. Chacune d'entre elles a reçu une enveloppe avec l'assistance des autorités locales. Le même exercice a été fait dans le village Bamaba, Bokoro et Nyuki, à la grande satisfaction des bénéficiaires. Le représentant du gouverneur de Maïndombe n'a pas manqué de mots pour saluer le dynamisme de la ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana. L'émissaire des Émirats unis a remis des symboles aux autorités locales, signe de l'amitié entre son pays et la République démocratique du Congo. La route nationale numéro 1 vers le point kilométrage à la hauteur du Campem est de nouveau menacée de coupures suite aux fortes pluies qui se sont abattues dans la nuit du samedi au dimanche 9 novembre 2024. Jemima Diamongo nous en parle. À 14h30 l'après-midi de ce dimanche 10 novembre, toutes les deux bandes de la route nationale numéro 1 Kinshasa-Matadi à hauteur du Campem étaient déjà opérationnelles sur la présumée coupure qui a rendu indisponible une bande à partir de 22h la nuit. Tout est parti d'une difficulté de drainage des eaux à cause de la petitesse de l'ouvrage de drainage longitudinal de la route. À cet endroit précis, les riverains ont avancé leur propriété à telle enseigne que l'espace disponible ne pouvait accueillir un collecteur de bonne dimension. Les eaux collectées dans la zone débordent régulièrement sur la chaussée, la dénudant par endroits pour finir par l'arranger à hauteur du Campem. La conséquence a été un affouillement sur quelques 10 mètres de longueur et 5 avec une profondeur de 3 mètres en dessous de la chaussée, rendant une bande indisponible. Informée, l'agence congolaise des grands travaux a vite fait d'activer le concessionnaire Sopeco pour une intervention en toute urgence. Tôt le matin de ce dimanche 10 novembre, les premiers camions de matériaux pour le remblissage du sillon seront arrivés sur le site et le travail a commencé pendant qu'un effort de gestion de la circulation de manière alternée selon l'essence site des travaux été mis en place avec le concours de la police de circulation routière. Les matériaux bien répandus, le sillon disparu, il a été procédé à un compactage de l'ensemble par l'entièreté de la route a été rendue disponible au grand bonheur des usagers. La solution définitive sera bien évidemment la construction d'un caniveau de bonne dimension qui soit capable d'accueillir les trombes d'eau qui arrivent par ici. Pour cela, il faudra dégager l'emprise de la route en procédant à la démolition des bâtisses qui s'y trouvent. L'accroissement des embouteillages dans divers sont routiers dans le district de la Tchango, c'est le constat amer qu'a effectué le ministre provincial des Transports lors de son itinérance dans cette partie de la province de Kinshasa. Pierre Mbou. Dans le but de respecter les instructions prises par le gouvernement de la République, instructions concernant alterner et les sens uniques, afin de rendre fluide la circulation routière à Kinshasa, le ministre provincial des Transports et Mobilité urbaine, Bob Amisoyo Kalumbila, poursuit avec ses itinérances de supervision. Aux environs de 5 h du matin, vers l'entrée boulevard Kimbuta à Tchangu, le patron de transport de Kinshasa a débuté sa supervision avant de la boucler au pont d'été. Mais faisant, le ministre Bob Amisoyo Kalumbila a fait quelques constats, notamment le non-respect de ses partenaires par le bus Transcrit Transacademia, l'incivisme routier des chauffeurs de véhicules, appelé communément 207, sans oublier les motocyclistes. À cela, il faut ajouter plusieurs lignes de poules, dont celui se trouvant vers les sauts de moutons de Bonhomme, qui créent des grands embouteillages. Cette descente du ministre provincial des Transports fut insatisfaisante pour les usagers de cette route, car sa
a pu remédier à l'embouteillage qu'avait connu cette contrée de la capitale congolaise. Les activités de nettoyage et la lutte contre l'insalubrité dans la ville de Kinshasa ont démarré hier dans la commune de Kisenso. La coordinatrice de cette structure d'assainissement dénommée Sako Bopeto a remis officiellement de matériel et en travaux au bourgmestre de cette municipalité, nous dit Rodepanda. Samedi 9 novembre 2024, c'est un jour glorieux pour Sako Bopeto, structure d'assainissement qui procède à la mise en œuvre effective de ces projets dont le préparatoire a pris plus de 10 mois. Kisenso et la commune, équipements et matériel de travail avec camion Ben ont été remis aux travailleurs et acteurs du terrain pour lancer les travaux de lutte contre l'insalubrité. C'était un prince du bourgmestre au nom du PCA de Sako Bopeto, Félicien Kazadi, la coordonnatrice. Peggy Bella a circonscrit l'événement. Elle rappelle la mission et mesure la tâche ardue avant de souligner la responsabilité et la collaboration pour éradiquer les immondices. Je suis très émouvant ce jour qui autre en rêve, aujourd'hui c'est une réalité. Ça c'est une œuvre de la population congolaise. Sako, ce n'est pas l'affaire d'une personne. L'assainissement non plus, c'est l'affaire de tous. Le bourgmestre de Kisenso est plus qu'heureux. Mes impressions sont très bonnes. Je viens de trouver un accompagnateur très solide qui va faire en sorte que Kisenso paie Ngenga. Notre gouverneur, son Excellence Bumba, il dit Kisenso Ekobonga. Dès le lundi 11 novembre, les travailleurs nettoyeurs de Sako Bopeto seront présents sur le terrain dans les mairies et les places publiques à partir de la commune de Kisenso. Quittant Kinshasa, il s'éteint dans la province du Kwilu le lancement officiel du programme d'investissement pour la forêt et la restauration des savanes. Ce programme est financé à hauteur par la Banque mondiale, allais-je dire, à la hauteur de 290 millions de dollars américains. La cérémonie a été présidée par le gouverneur intérimaire de cette province. Une nouvelle ère s'ouvre pour la province du Kwilu avec le lancement officiel du programme d'investissement pour la forêt et la restauration des savanes Piforès en sigle. C'est le gouverneur des provinces Félicien Kiwaimwadi qui a donné le coup d'envoi de ces projets ambitieux ce vendredi 8 novembre 2024 à Kikwit, deuxième ville de la province, en présence de nombreuses personnalités. Ces programmes soutenus financièrement par la Banque mondiale à la hauteur de 290 millions de dollars américains visent à transformer profondément les secteurs agricoles de la province. Il s'agira notamment de développer la production agricole, de promouvoir la transformation des produits locaux et de favoriser leur commercialisation. Parallèlement, Piforès mettra en œuvre des actions de protection des écosystèmes forestiers et de la savane essentielle à l'équilibre environnemental. Lors de son discours, le gouverneur Kiwaimwadi a souligné l'importance de ces projets pour le développement économique et social de la province. Il a appelé toutes les parties prenantes à s'impliquer activement dans la mise en œuvre de Piforès afin d'en assurer le succès. Notez que ce programme qui s'étendra sur 7 ans couvrira les 5 territoires de la province du Kwilu. Sachez que le gouvernorat provincial de la Chuapa vient de bénéficier d'un kit complet d'ordinateurs et de panneaux solaires de la part du vice-gouverneur Albert Bokongo. L'administration du gouvernorat de la Chuapa rencontre beaucoup de difficultés pour travailler, expédier le lettres et correspondances sans électricité. Bref, carence des kits informatiques. Sur ordre du gouverneur de province Arma Yambe Itoko, le vice-gouverneur Albert Bokongo a remis un lot important de kits, panneaux solaires, les ordinateurs, un imprimante, batterie et autres biens de valeur pour que le cabinet travaille calmement et paisiblement. Notons que cette cérémonie de remise était passée en présence de membres du comité de sécurité de la province et le membre du cabinet du gouverneur de la province, Jean-Marie Limangué. Le directeur de cabinet a remercié les autorités pour avoir doté son administration de ces matériels et promet d'en faire un bon usage. Des fois même nos informaticiens sortent, allaient saisir des documents à la cité. Et c'est
ce qui n'est pas convenable pour un gouvernement responsable. C'est ainsi que, avec les fonds propres que nous avons eus, nous avons pensé d'abord avoir de l'énergie permanente au niveau de notre cabinet. C'est ainsi que nous avons acheté des panneaux et des batteries pour que nous puissions travailler calmement. Après la cérémonie de remise de matériel, Albert Bokongo est allé poser la première pierre à la construction de nouveaux bâtiments pour permettre aux agents et cadres du gouvernorat d'avoir un bon endroit de travail. Il s'est clôturé à Kinshasa la formation sur l'entrepreneuriat en collaboration avec l'Expertise France et l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat. Les précisions avec Chimène Dondo. Un an après que l'Expertise France travaille avec l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, l'ANADEC en sigle, l'heure est à la restitution de travaux menés sur un diagnostic organisationnel et le genre, une exigence de partenaire Expertise France. C'est dans l'objectif de formaliser un plan de transformation devant intégrer les activités à mettre en œuvre à court et moyen terme. Une manière de permettre à l'ANADEC d'être plus efficiente et de jouer pleinement son rôle de bras séculaire du gouvernement en matière de création d'emplois et promotion des entreprises. Le directeur général de l'ANADEC, Godefroy Kizaba, s'en réjouit. Nous sommes venus avec un objectif, avec une vision, pour matérialiser la vision de notre chef de l'État. Et à partir de là, nous trouvons des voies et moyens de sorte que cette vision soit réellement matérialisée. Par ailleurs, Madame Arténésie Pembele d'Acosta, chef de projet au sein de l'Expertise France, a indiqué que l'impact de sa structure à l'ANADEC réside dans l'appui qu'elle lui accorde en vue de renforcer un diagnostic organisationnel et du genre. 5 axes ont été présentés pour la vision globale de transformation. À cette réunion ont été conviés le directeur provincial de l'ANADEC pour plus d'efficacité. Et puis une matinée scientifique sur la politique de l'entrepreneuriat des jeunes a été organisée à Kinshasa par le Corps de l'élite scientifique de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, Alain Bikaï, pour le compte rendu. Les changements ou les métiers de l'actuelle politique entrepreneuriale de la jeunesse congolaise étaient au cœur de cette matinée scientifique. Pour cerner cette problématique, le corps de l'élite scientifique de l'UDPS a fait appel au directeur général du Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. Dans son exposé, Joseph Mbouimou Kendi a fustigé le manque d'une politique nationale entrepreneuriale des jeunes bien définie pour régler ce secteur avant de saluer quelques avancées notables réalisées par la République démocratique du Congo dans ce secteur sous l'impulsion de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il faudrait commencer d'abord par définir la politique entrepreneuriale telle que je l'avais sollicité et demandé auprès du le 30 octobre 2023. Il faudrait élaborer une véritable politique entrepreneuriale de la République démocratique du Congo. Depuis l'avènement du chef de l'État en 2019, plusieurs initiatives ont été prises pour que l'entrepreneur ou bien les jeunes puissent développer des activités qui assistent les revenus. De son côté, le coordonnateur scientifique de cet organe informel de l'UDPS, professeur Jean-Marie Béat, a déploré le manque de mesures d'application de certaines lois. Le DG nous a édifié sur le fait qu'il existe des lois en cette matière, mais malheureusement, les mesures d'application non. C'est ainsi que nous, en tant que juridique scientifique du DPS, nous en appelons au gouvernement, parce que ce sont les différents ministres qui doivent élaborer des arrêtés d'application des différentes lois qui existent. De ces faits, les corps de l'élite scientifique de l'IDPS appellent le pouvoir public à se pencher sur cette question de la vie nationale. Par contre, les lampions se sont éteintes pour la formation des officiers de police judiciaire. Les détails dans ce reportage.
Renouvellement des serments des officiers de la police judiciaire à compétence restreinte à la Direction générale des douanes et arcistes DGDA en SIG sous direction de Monolith ce samedi 2 novembre 2024. Cette manifestation a eu pour cadre la salle de recette de cette régie financière. Cette cérémonie a été présidée par le procureur de la République pour le tribunal de paix de Monolith Charlie Kitoko Tabouk, assisté le premier substitut du procureur Angélique Massamba Nabata et le juge d'instance faisant office du président du tribunal de paix de Monolith Sergi Lungamupu. Au total, 8 officiers ont renouvelé leur serment. Le chef du parquet Charlie Kitoko a pris acte de prestation des serments et a rappelé la mission des OPJ. À l'issue de cette cérémonie, le sous-directeur de la DGDA Monolith Justin Nzebou Boadi. Comment élevé aux fonctions de sous-directeur AI, chef du bureau de Monolith. Bon, par rapport à l'état des lieux, comme vous venez de dire là, par rapport à l'état des lieux, nous avons constaté beaucoup de lacunes. Dans les chefs, surtout les opérateurs économiques, c'est à quoi nous appelons pour mettre de l'ordre. Mais du moins, il y a pour atteindre nos recettes, nos assignations. Nous sommes appelés d'appliquer simplement les codes. Et au Nord Kivu, les prestataires sanitaires ont renforcé leur capacité sur la prise en charge des malades. 190 propriétaires et prestataires des établissements de soins de santé à Goma ont clôturé ce samedi 9 novembre une formation de 2 jours sur la prise en charge des cas du paludisme dans le secteur privé organisée par Sanru Asbel. Il a été question de procéder au renforcement des capacités dans la vision de réduire la morbidité et la mortalité liées au cas du paludisme en suivant les directives et les normes du pays. La RDC a soutenu Dr Esperi Beya, chargé de suivi et évaluation au sein de Sanru Asbel. Les matières qui ont été prévues, c'est d'abord l'importance de l'exécution des TDR. Ces prestataires prennent en charge le paludisme simple dans leurs établissements. Et ils devraient le faire selon la politique nationale, les directives et les normes du programme national de lutte contre le paludisme. Et on vient renforcer leur capacité sur la prise en charge du paludisme simple. Quand même, il y a le paludisme dans la ville de Goma. Et nous couvrons dans le nord Kivu 2 zones de santé, Goma et Karisimbi, pour les former sur ces matières afin de mieux prendre en charge le paludisme parce que nous courons vers ce que le chef de l'État envisage, la couverture sanitaire universelle. Sentiment de satisfaction pour les participants qui ont entre autres confirmé avoir découvert la différence entre le paludisme simple et le paludisme grave. On a fait des pratiques pour savoir comment prélever avec le TDR, pour faire des tests concrets et avoir des résultats dont nous avons besoin pour pallier contre ce paludisme. Nous avons appris à différencier le paludisme simple du paludisme grave et la façon dont on peut prendre un patient dans le cas de le traiter. On a traité le paludisme simple et le paludisme grave. Il faut signaler que la RDC est le 2e pays en Afrique à avoir beaucoup de cas de paludisme après le Nigeria. Ituri, au moins 2000 femmes protestantes de la ville de Bunia ont pris part à la marche de sensibilisation sur la paix et la cohésion sociale. C'est en prévision de la célébration de la journée nationale de la Fédération des femmes protestantes. Reportage Abdoulazo. La célébration de cette 7e commémoration de la journée nationale des femmes protestantes s'est inscrite dans le cadre de la sensibilisation de toutes les communautés à la paix. Une marche de soutien à tout processus de paix entamé jusqu'à la province de l'Ituri a été organisée sur le boulevard de Libération et les grandes artères de la ville de Bunia par ces moments qui, par ces gestes, manifestent leur souhait de voir l'Ituri pacifié. Occasion pour Mama Denise Uchika, présidente de la Fédération des femmes protestantes de l'Ituri, de remercier les autorités pour leurs efforts conjugués pour la restauration de la paix en Ituri et de circonscrire cette journée. Nous rendons les hommages à son excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour les efforts qu'il ne cesse de fournir en vue de rétablir la paix sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Nos remerciements vont aussi au lieutenant général Denis Boya Kachama, gouverneur de la province, pour les services louables pour la restauration de la paix et de l'autorité de l'État en province de l'Ituri. Nous, les mamans de la Fédération des femmes protestantes de l'Ituri, en commémorant le 55e
la paix entre les différents membres des confessions religieuses des différentes tribus pour former l'unité, la cohésion sociale entre les membres de l'Église du Christ au Congo, sans distinction ethnique et tribale, voire en dansant ensemble dans la richesse. Une marche qui a eu comme point de chute des stades Amoné de Bougnan ou des cantiques de paix, message sur la cohésion sociale et cohabitation pacifique et de prédication ont été au centre de cette activité. Dans le on nous apprend l'installation du nouvel évêque d'Issiro Nyangara. 4 mois après le décès de leur évêque, Monseigneur Julien Andavombi de mémoire, les chrétiens catholiques du diocèse d'Issiro-Nyangara s'apprêtent à accueillir ce dimanche 10 novembre 2024 leur nouvel évêque, Monseigneur Dieudonné Madrapilé. To regretta ki mingi évêque na biso akufi ndenge ba esi biso évêque na kohumela te to sepeli mingi. Le diocèse était resté, il n'y avait pas un évêque. Voilà, Dieu nous a répondu, c'est un motif déjà pour toute la chrétienté. Pour la journée à l'obbi, biso ba Christ tout s'est mobilisé vraiment et belé to la kisa bolingo o tozana ngo envers tata la biso ya molimo. Les préparatifs pour cet événement tant attendu vont bon train à l'image de cet immense hangar qui se construit à l'esplanade de la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus pour abriter le cérémonial d'installation de celui sur qui le Saint-Père a jeté son dévolu. Monseigneur Marcel Outembi Tapa, archevêque métropolitain de Kisangani, déjà sur place, a tant présidé l'Eucharistie. Son Excellence Monseigneur Dieudonné Madrapilé Tanzi, par le passé était évêque de Isangi et l'a plu au Saint-Père, le nommé évêque d'Issiro Nyangara. Dieudonné Madrapilé Tanzi s'est dit déjà très comblé de la présence de ce père à son investiture. Je me sens un simple serviteur de Dieu, transféré d'Isangi par pure obéissance à ce que moi-même j'avais fait comme serment de fidélité, d'obéissance au Saint-Père. Je me sens à l'aise parce que je suis dans mon église, entouré de mes frères et sœurs, entouré de mes collègues évêques qui sont en train d'arriver. Finalement. Les médecins ophtalmologues congolais ont réfléchi sur l'avenir de leur métier et les maladies connexes des yeux. C'était au cours de la tenue du 21e congrès de cette structure sanitaire nationale. Pierre Saïdi pour le reportage. Pendant 48 heures, soit du vendredi 8 au samedi 9 novembre 2024, la salle polyvalente de Béatrice Hôtel a vibré au rythme du 21e congrès de la Société congolaise d'ophtalmologie, sous le thème « Les tumeurs oculaires ». Ces assises de haute facture scientifique, qui ont connu une forte participation de toutes les composantes professionnelles d'ophtalmologues venus aussi bien du Congo profond que de l'extérieur du pays, ont permis à ces chirurgiens médecins spécialisés dans les maladies des yeux de cogiter d'abord sur l'avenir de leur métier et ensuite sur les maladies connexes des yeux, à travers une trentaine de présentations d'éminents orateurs qui ont été abordées et commentées, dont 7 pertinentes leçons cliniques calquées sur les réalités sanitaires du moment des yeux. Notre société a l'habitude de tenir chaque année les assises du congrès scientifique en développant un terme principal autour d'une maladie oculaire ou d'un problème de santé publique en ophtalmologie. Cette année, le thème principal retenu est les tumeurs oculaires. Nous devrions mettre ce temps à profit pour relever les défis liés à la prévention, au diagnostic précoce et à la prise en charge adéquate de ces pathologies dans le contexte qui est le nôtre, à savoir des pays en voie de développement, et ce, pour le bien supérieur de nos patients. Ces assises intégratrices ont permis à ces ophtalmologues de se familiariser entre eux par le biais d'une série de cogitations rationnelles. Signalons enfin que ce 21e congrès de la Société congolaise des ophtalmologues s'est clôturé par une communication libre sur les tests dans l'atteinte précoce diabétique de la rétine. Un budget de plus d'1 million de dollars américains et un nouveau règlement des élections vient d'être adopté par l'Ordre national des experts comptables, ONEC en sigle. C'est ce qui ressort de l'Assemblée ordinaire et extraordinaire tenue à Kinshasa. Jacques Biche. À l'hôtel Memling où ils se sont retrouvés, les experts comptables de la République démocratique du Congo ont examiné à fond 2 sujets d'importance vitale pour l'existence même de l'ordre. Le premier relatif au budget sensiblement augmenté
a été traité dans le cadre de l'Assemblée générale ordinaire. Nous avons un budget de 1 700 000 $. Les activités essentielles vont être couvertes et je reste convaincu que des moyens additionnels pourront être trouvés. Mais nous avons élaboré ce budget sur une base prudente pour ne pas pouvoir gêner les collègues qui vont nous remplacer et les obliger à rechercher à tout prix des moyens qui sont difficiles à obtenir. Le deuxième sujet débattu dans l'Assemblée générale extraordinaire tenue le même jour et au même endroit avait trait à l'organisation des élections des autorités ordinales. L'ONEC vient de modifier le règlement des élections. Nous avons senti que cela représentait quelques faiblesses. On avait des débats en l'absence de personnes qui animaient des fonctions essentielles, principales de notre profession. Alors au niveau du Conseil national, les présidents des commissions permanentes sont membres à part entière du Conseil national. Et on a senti l'efficacité de leur présence au Conseil national. Et donc nous avons considéré qu'il était bon de pouvoir réaménager les textes de telle sorte que la même procédure soit suivie au niveau du Conseil professionnel. Les experts comptables sont déterminés à asseoir un ordre fort qui va largement contribuer directement ou indirectement à la bonne gouvernance, à la transparence financière en République démocratique du Congo. Juste après le journal de 20h, vous suivrez la page magazine sur l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire de l'ONEC. Et pour terminer ce journal, la chef de l'exécutif provincial du Lualaba incarne la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au regard de ses réalisations dans cette province. Les clubs de jeunes tshisekedistes ont apporté leur soutien aux actions et mettent en garde les détracteurs. C'était Kenina. Les acteurs de premier plan de l'Union sacrée méritent protection des militants et encouragement dans la mission leur confiée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. C'est dans cette optique que le club de jeunes tshisekédistes invite l'opinion nationale à ne pas prêter les flancs aux propos infâmes des détracteurs du gouverneur de la province du Lualaba, Fifi Masuka Saini. Le président de cette structure, Ngoï Milambo Mwanabouté, a exhorté les présidents des parlementaires debout, branche de l'UDPS, à la vigilance. C'est avec indignation que nous avons suivi la déclaration inopportune, calomnieuse de certains membres du regroupement se désolidarisant. Le gouverneur de la province du Lualaba et présidente du regroupement politique cité SIO. À cet effet, le club de jeunes tshisekédistes fustige les comportements de quelques membres du regroupement parlementaire. Le club de jeunes tshisekédistes dénonce le plan de déstabilisation de l'Union sacrée et demandons à toute la jeunesse de l'Union sacrée de barrer la route et de stopper ces mouvements. Pour ce faire, le club de jeunes tshisekédistes projette une marche de soutien à l'autorité morale de référence de l'Union sacrée de la nation. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les moments étaient également propices pour réitérer un soutien indéfectible au Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. C'est la fin de ce journal de 19h. Merci de l'attention accordée. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est tout à l'heure à 20h dans une présentation de Nancy Odianiango. Au revoir et bon week-end chez vous.